Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi un cours de volume, toujours dans le cadre des cours à distance, bien sûr, pour la première année à appliquer matière de volume. Alors ce cours-là s'intitule une approche architecturale, bien sûr, comme première partie. Alors, on commence. Dans cette approche architecturale, je vous conseille de bien suivre avec moi ces mots techniques pour bien les comprendre et bien sûr veiller à bien noter tous les noms et tout ce qui est nouveau pour vous dans cette leçon. Alors, on commence. Alors, je vous présente les compétences attendues bien sûr et les objectifs attendus après cette leçon. Alors, saisir l'objet dans l'espace, bien sûr, et acquérir une méthode d'analyse graphique, libérer aussi les gestes de la main, savoir reproduire le plus fidèlement possible le modèle et savoir aussi appliquer les notions de la perspective en dessin. Alors, le plan et dessin. Alors, le plan et dessin, là, vous allez voir que l'exécution de plans, croquis et esquisses permet de donner forme au projet de construction, de la conception, bien sûr, à l'exécution. Les différentes étapes du dossier de construction s'appuient sur les dessins techniques, bien sûr, toujours. Quand on dit un dessin technique, il est toujours à l'échelle. Et on va revenir à ce point-là pour bien le décortiquer, bien sûr. Alors, ces dessins donnent une image précise du bâtiment à tous les stades d'avancement du projet ou des travaux. Ils servent à l'obtention du permis de construction. Alors, qu'est-ce que le dessin d'architecture? Alors, le dessin au sens large est un terme qui désigne toutes les représentations graphiques. Le dessin d'architecture représente des espaces architecturaux, comme les différentes étapes d'un projet, et aussi il existe des différentes sortes de dessins pour suivre toute l'élaboration d'un projet. Les voici dans l'ordre chronologique. Alors il y a le croquis, ce qu'on appelle le croquis, le relevé. Alors là, faites attention, le croquis est un dessin à main, toujours. Le croquis, il est toujours un dessin à main levée, ce qu'on appelle à main levée du papier. Qui permet de faire le relevé de la situation et des formes d'ensemble de l'espace où se situera le futur projet. La prise des mesures des lieux est une étape très importante dans le démarrage d'un projet. Si celle-ci est correcte et précise, elle permettra au projet de pouvoir s'intégrer parfaitement et sans bien sûr ce qu'on appelle les mauvaises surprises et dans l'espace lors de sa réalisation future. Alors, revenons maintenant, on a vu le croquis, le relevé, parlons maintenant d'esquisse. Alors, d'esquisse, c'est un dessin préliminaire à main, toujours à main levée, comme le croquis, qui participe à l'étude du projet. Il représente le projet dans les grandes lignes, il intervient dans le choix d'une solution au niveau de la conception. C'est un premier jet de différentes idées. La diversité et le nombre de recherches sont très importants pour pouvoir enrichir et faire mûrir un projet. Quand le projet est accepté, bien sûr, par le client qui a demandé le dessin ou le projet en lui-même, on passe à l'étape des plans techniques et des plans d'exécution. Alors, le projet d'exécution, le plan d'architecte, c'est un ensemble de dessins détaillés et cotés qui donnent toutes les indications pour la réalisation du projet, tant au niveau des formes qu'au niveau des matériaux. Ils seront dessinés aux instruments ou à l'ordinateur et seront les plus exacts possibles. Un plan d'architecte comporte plusieurs représentations du projet. Il y a le plan, premièrement, on va voir le plan de situation. On va revenir à ce point-là après. Alors, c'est un plan qui situe le projet dans son contexte
Quand on dit le contexte, on va parler de la rue, du quartier aussi, la ville, l'orientation, tout cela. Il est orienté avec le nord au-dessus, il reprend le dessin des rues avoisinantes avec leur nom, bien sûr. Un plan de situation fait plus ou moins 10 cm de côté maximum et situé un peu au-dessus du cartouche. En ce qui concerne le cartouche, je vais l'expliquer tout à l'heure, bien sûr. On inscrit clairement l'adresse complète du projet juste en dessous du plan de situation. Alors, les plans en général. Dessin de la projection sur le sol d'un bâtiment coupé à une hauteur entre. Toujours, le plan, il est coupé à une hauteur de 1 mètre jusqu'à 1,20 cm. Il faut bien retenir ça. Alors, par un plan horizontal, ou là où c'est le plus intéressant de couper. Il se fait par niveau, bien sûr toujours, il se fait par niveau, par étage, ce qu'on appelle étage, à l'échelle 1/20e, 5% par exemple, ou 1/50e, ça veut dire 2% comme exemple, suivant l'étendue ou la complexité du projet. Tout dépend du projet qu'on a devant nous. Alors, les élévations, alors ce sont des dessins des différentes façades du projet. Celles-ci peuvent être colorées ou ambrées. Quand on parle des élévations, on va parler des vues latérales droites, les vues latérales gauche, ou la vue de face ou de derrière. Tout cela, ça fait partie des élévations d'un projet. L'échelle de dessin d'une élévation s'alignera sur l'échelle, bien sûr, toujours on travaille sur l'échelle du plan. Alors, les coupes. Alors, une coupe, c'est un dessin de la projection d'un bâtiment sur un plan séquent, vertical, continu ou brisé, dont l'emplacement est choisi en fonction des éléments intéressants à montrer. C'est une coupe faite par un plan vertical, perpendiculaire. Toujours, il est perpendiculaire au sol. Dans le projet, l'emplacement des coupes est repris sur la représentation en plan en lui-même. La projection orthogonale. Alors, en ce qui concerne cette projection orthogonale, la représentation d'objets en volume, bien sûr en 3D, sur un support en surface 2D est une étape difficile. Gaspard Monge, né en 1746 et est mort en 1818, c'est un brillant mathématicien et physicien aussi. Il nous a expliqué qu'il a mis au point une technique de représentation pour dessiner des bâtiments. C'est la technique des projections orthogonales. Alors, cette méthode consiste à représenter un objet sous tous ses plans à l'aide de projections. À l'aide aussi de cette méthode, on parvient ainsi à déterminer les dimensions et les formes exactes de chaque objet, peu n'importe l'objet. Alors, regardez maintenant là comment procéder. Alors, les plans à représenter sont les 6 faces. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des élévations. C'est les faces qu'on va voir maintenant. Alors, à représenter sous les 6 faces d'un cube imaginaire qui viendrait englober tout le sujet. Chaque face du cube étant une représentation 2D par projection, bien sûr toujours par projection orthogonale. Les faces supérieures et inférieures sont horizontales, les faces avant et arrière sont frontales, comme vous voyez ici. Alors, je vais répéter, les faces supérieures et inférieures sont horizontales, les faces avant et arrière sont toujours frontales devant nous. Et les faces latérales sont de profil. Toutes ces vues doivent se correspondre, être alignées horizontalement et bien sûr toujours horizontalement et verticalement aussi. Regardez encore quelques exemples de volumes divers, vus en plan et vus de face. Je vous laisse voir ce document. Alors regardez bien la vue de dessus sur plan de situation. Là, on a un plan de situation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit les rues, on voit le quartier, on voit tout. Alors là, la vue des élévations façade de sud. Là, la vue de dessus. Ce qu'on appelle un plan. Si, il est où la différence? Là, on ne voit pas les murs, on ne voit pas les fenêtres, on ne voit pas les portes. Alors, juste un dessin où on marque les lignes de la vue en dessus. Si on rajoute les murs, les fenêtres, les portes, par exemple, à une hauteur de 1 mètre ou de 1,20 m,
on va changer le nom, ça ne va pas rester une vue de dessus, ça va être une vue de plan, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors la vue en plan, il est là, regardez, il est là. Alors là, la vue en plan, et regardez la coupe, il est en AA, ce qu'on appelle coupe AA, c'est une vue de plan à une hauteur de 1 mètre. Là, vous voyez la vue en élévation, le pignon ouest, et la vue en coupe, il est là, le BB, regardez, le B et le B, et on va couper là pour vous montrer la coupe BB. Alors là, on va partir au format et cartouche. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du cartouche. Le cartouche, c'est comme vous voyez ici, c'est le cadre où on mentionne le nom du projet, la date du projet, le numéro du plan par exemple, aussi le dessinateur ou l'architecte ou le technicien aussi, l'échelle avec laquelle on a dessiné le plan. On peut rajouter d'autres informations si vous voulez bien sûr. En ce qui concerne les formats de papier, comme vous voyez là, je vous ai déjà expliqué auparavant dans des leçons précédentes tous ces formats, mais cela n'empêche que je vais la redire maintenant. Alors on va voir le A4 qui est plus familier chez nous, le A4. Alors de A4 nous donne la forme de A3, et de A3 nous donne le A2, et de A2 il nous donne le A1, et bien sûr de A1 on va revenir au A0. Alors là, je vais passer très vite les traits et les échelles. Les traits utilisés pour le dessin ont une signification, bien sûr. Toujours, il y a une signification de trait. Il est différent selon leur nature et leur épaisseur. Comme vous voyez ici, un trait continu de 1 mm, c'est toujours pour limiter les surfaces vues toujours dans les coupes. Un trait continu épaisseur de 0,5 mm, c'est toujours pour les arêtes et les contours visibles. Par exemple, les lignes de côte ou de repère et hachures ont 0,25 mm, et les arêtes et contours cachés toujours avec un 0,5 mm. Le trait de 1 mm, c'est pour tracer de la ligne de coupe, par exemple. Et pour les lignes d'axe, on met un trait de 0,25 mm. Et pour les traits pointillés, c'est toujours avec un 0,5 mm. Et ce sont des éléments situés au-dessus de la ligne de coupe. Alors ici, l'échelle indique la proportion entre l'objet réel et sa représentation graphique et doit être indiquée sur le plan, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le cartouche. La grandeur naturelle, c'est le 1,1, ça veut dire 1 sur 1, c'est la grandeur naturelle du projet, du dessin, si vous voulez, et l'agrandissement fois 1, et la réduction, toujours le 1 avant le x, qui est le chiffre qu'on va réduire, avec lequel on va dessiner, ou l'échelle avec laquelle on va dessiner. Alors, par exemple, là, regardez juste une grille pour montrer chaque échelle, il correspond à l'utilisation qu'il correspond, et aussi la réalité est sur le dessin. Prenons par exemple une échelle, comme je vous ai dit maintenant, 1 sur 1, c'est le 100%, c'est le dessin réel, c'est la réalité, c'est le projet en lui-même. C'est un plan de détail, ça veut dire en réalité nous avons 1 mètre, et sur le dessin, toujours, nous avons 1 mètre. 1/5, c'est presque 20%, on l'utilise toujours pour les plans de détail, ça veut dire chaque mètre sur le dessin, il est dessiné en 20 cm. Prenons par exemple l'échelle de 1 centième, c'est 1%, c'est pour les plans d'avant-projet, ça veut dire 1 mètre est égal à 1 cm dans le dessin. Chaque mètre dans la réalité est égal à 1 cm dans le dessin. Et pour finir, nous avons par exemple 1 millième, comme vous voyez ici, c'est pour les plans de situation. Cela veut dire que 1 mètre en réalité, sur le dessin, on trouve 1 millimètre. Là, on trouve toujours des hachures et des motifs sur le dessin, et on vous demande toujours dans nos exercices aussi pour vous allez confronter ça l'année prochaine, Inch'Allah, en design d'environnement. On vous demande toujours de faire des dessins ou des plans dans des exercices, et vous êtes confronté à mettre des hachures
ou pour montrer les métaux, pour montrer l'eau ou les bétons, tout ça sur un plan. Alors il y a toujours des modèles à suivre et utiliser. Comme vous voyez ici, les métaux on le fait comme ça, l'eau, le béton, pardon. Le sable aussi, le gravier, le bois lent, l'isolant aussi, comment on le dessine sur le dessin. Alors les hachures et motifs sont normalisés, ils facilitent les représentations en coupe et la lisibilité des différents éléments de construction sur, bien sûr, le dessin. Alors la cotation et pointage. Quelle que soit l'échelle du plan, les cotes importantes sont indiquées à l'aide de chaînes de cotes de niveau ou de cotes particulières, ce qui veut dire les angles. Les pointeurs servent au repérage des éléments comme vous voyez sur le dessin juste à côté. Alors les symboles des plans de construction. Alors les plans de construction permettent toujours de visualiser un projet. Les symboles normalisés représentent de manière simple et lisible les différents éléments importants. Ouverture par exemple, les fenêtres, les portes, les escaliers, tout cela entre sur ces symboles de plan de construction. Alors, quelques symboles à retenir architecturaux. Regardez ici comment on dessine un bâton sur mur maçonné, bien sûr, ouverture vers l'intérieur. Il est là, sans seuil, avec le seuil. Comme vous voyez là c'est le seuil. Il est là, regardez, il est dessiné là. Là, on voit qu'il y a bien, qu'il n'y a pas de seuil, on ne le montre pas. Alors, deux bâtons sur mur maçonné, ouverture vers l'extérieur cette fois, regardez ici, avec seuil et ici sans seuil. Et là aussi, comment on montre les portes, coupe-feu, blindées, etc. Alors, les cloisons légères, il est comme ça, les murs façonnés en béton, et on va revenir à ces cloisons à la guillotine par exemple sans appui, et les doubles on voit à l'anglaise sans appui et tout cela, on va les revoir, ces fenêtres on va les revoir dans un autre document pour bien l'expliquer. Regardez, c'est là, alors là il y a une fenêtre ouvrant à la française. Comme chez vous, la plupart des maisons, comme chez nous à la maison, on trouve toujours dans la plupart des fenêtres des ouvertures comme ça, ce qu'on appelle des ouvertures à la française. Des ouvertures en basculant en bas, comme vous voyez ici, et des oscillobattants dans les deux sens. Là, des fenêtres pivotant à axe vertical ou axe horizontal, comme vous voyez ici. Là, on trouve ces fenêtres dans par exemple des salles de bain, en haut des salles de bain par exemple. Là, des fenêtres à la guillotine, comme ça, à la guillotine, tac, tac, comme ça. Alors, des portes aussi coulissantes, des fenêtres coulissantes, regardez, comme ceci. Alors là, des symboles pour installation sanitaire. Comme vous voyez, là il y a des lavabos simples, des lavabos doubles, des lavabos à angle, des baignoires standards, des angles, des receveurs de douche, comme vous voyez ici, là carré standard, suspendu sur pied, les toilettes aussi, les bidets aussi. Voilà, alors je vous laisse voir ce document et on va voir après juste les personnages dans les plans de construction. Alors là, c'est très intéressant, les personnages dans les plans, parce que ça fait référence à ce qu'on appelle l'ergonomie dans le dessin architectural. Alors, la présence de personnages dans un plan permet d'évaluer les proportions d'un bâtiment, leur présence dans les coupes et les perspectives donnent vie au dessin et apporte de nombreuses informations atmosphériques des lieux, par exemple la fonction et bien sûr, etc., autre chose. Ce document, c'est juste pour faire une différence entre le plan de masse et le plan de situation. Comme vous voyez ici, le plan de situation permet de localiser le projet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il peut être réalisé à partir d'un extrait du plan cadastral. Comme vous voyez là, il y a des numéros, il y a des parcelles de terrain. Et comme vous voyez, il y a une référence au projet qui est juste là. Bien sûr, toujours, on mentionne l'échelle et l'orientation. Dans le plan de masse, c'est différent. Le plan de masse est coté
en 3 dimensions pour les terrains en pente et indique les modalités de raccordement au réseau public, par exemple l'eau et l'électricité. L'implantation sur le terrain par rapport au voisinage aussi et l'orientation aussi, comme vous voyez dans le dessin. Alors, bien sûr, je vais profiter de l'occasion pour aussi revenir à des mots techniques qu'on utilise souvent dans nos exercices et à retenir, bien sûr, alors regardez là le bâtiment devant nous, ce qu'on appelle là, c'est une toiture, ce qu'on appelle une terrasse, des loggias, regardez comment il est, des fenêtres, mais avec une profondeur juste là, regardez. Alors, les balcons, il y a une différence, c'est, regardez le dessin, le balcon, il est là, et la terrasse, nous avons aussi des terrasses ici. Les coursives, ce sont ces passages qui sont là, qui font comme des couloirs qui contourent l'étage ou le bâtiment, et nous avons aussi ce genre de terrasse qui est juste en bas. Alors, à retenir aussi, les balcons, ils sont là, les bandeaux, c'est dessins qu'on voit ici, ce qu'on appelle les bandeaux, les cheminées, vous avez, comme vous voyez ici, la marquise, c'est celle-là qui est juste au-dessus des portes pour garder, pour se protéger de la lumière ou de la pluie ou du soleil, si vous voulez. L'oreiller, c'est ce bâtiment qui sort un tout petit peu, qui fait partie du dessin, comme vous voyez ici. Alors, parlons maintenant de l'orientation. Alors, l'orientation, il est toujours adapté d'un bâtiment, permet la maîtrise des apports solaires qui peuvent représenter un gain de 15 à 20% des besoins énergétiques. L'objectif est de récupérer la chaleur du soleil en hiver et de limiter les apports de chaleur en été, comme vous voyez ici sur le dessin. Alors, regardez le mouvement du soleil, l'été, la différence entre l'été et l'hiver. Et l'orientation, bien sûr, les ouvertures, ils sont toujours au sud pour ce qu'on appelle des bâtiments de faible capacité en rapport entre les parois et contact avec l'extérieur de la surface, bien sûr, habitable. Alors là, on va revenir à l'isolation. Ça, c'est un point très, très essentiel. L'isolation acoustique. Alors, c'est quoi, parlons de l'isolation acoustique, c'est la qualité acoustique d'une construction dépend des choix faits lors de la conception et de la réalisation du bâtiment. Ces choix concernent principalement l'emplacement du bâtiment, l'organisation du volume intérieur, les parois séparatives, murs et planchers, ainsi que les équipements individuels et collectifs. Des solutions d'isolation et de mise en œuvre permettent de réduire les effets du bruit considérés comme une pollution, notamment dans les logements. Alors là, on va revenir à l'isolation thermique. Alors l'isolation thermique d'un bâtiment consiste à conserver les calories en hiver ou à éviter qu'elles ne rentrent pas en été, en saison froide comme en saison chaude. Une grande partie des calories s'échappe ou pénètre dans le bâtiment en traversant par conduction les parois extérieures. On distingue 3 types de parois qui offrent un contact avec l'extérieur, les murs, les toitures et les planchers. L'utilisation de matériaux isolants permet de limiter ces pertes et d'améliorer le confort thermique. Bon, mes chers élèves, je vous dis merci bien sûr pour votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.